Il y a quelques jours, le gouvernement au Niger a décidé de retirer au groupe français Orano son permis d'exploiter l'uranium. Orano prend acte de la décision des autorités du Niger de retirer à sa filiale Imouraren SA son permis d'exploiter le gisement. C'est ce qu'a répondu l'entreprise française dans un communiqué. Le 11 juin dernier, Niamey avait averti le groupe qu'il retirerait sa licence s'il ne lançait pas l'exploitation avant le 19 juin. Son projet pour le gisement d'Imouraren ne répond pas aux attentes des autorités selon le ministère nigérien des Mines. La lettre précisait que la deuxième et la dernière notification prendra fin le 19 juin. Après cette date-là donc, le permis d'exploitation de la société serait révoqué. Ce projet minier avait été suspendu initialement après la catastrophe de Fukushima en 2011 en raison de la chute du cours mondial d'uranium et il était prévu de reprendre donc ça en 2015. On se rend compte que les pays membres de l'Alliance des États du Sahel renforcent leur orientation stratégique qui englobe non seulement les aspects militaro-sécuritaires et géopolitiques, mais également les enjeux géoéconomiques, surtout dans le contexte actuel où le contrôle souverain des ressources nationales et le choix des partenaires sont déterminés par les intérêts nationaux liés à ces ressources stratégiques. La récente décision du Niger de reprendre le contrôle de la mine d'uranium d'Imouraren à la société française confirme cette orientation. Avant de commencer la vidéo, j'ai fait une formation YouTube qui est déjà disponible. J'explique comment démarrer et survivre sur YouTube, surtout en étant en Afrique, avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Déjà que YouTube en temps normal c'est difficile, mais quand vous êtes sur le continent, vous jouez en mode extrême en fait. La moindre erreur peut être fatale. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description et voici le contact. Ça coûte 55 €, soit 35 000 francs CFA. En Afrique comme partout ailleurs, cette formation vous sera utile si vous comptez vous lancer. Revenons au sujet. Les autorités nigériennes ont révoqué la permission d'exploitation de la grande mine d'uranium d'Imouraren à la compagnie française Orano ex-Areva. Selon l'agence nigérienne de presse ANP, le ministre des Mines, le colonel Abarchi Ousmane, a informé le directeur général d'Imouraren SA que le terrain couvert par le permis d'Imouraren retourne au domaine public et est désormais exempt de tout droit découlant de ce permis conformément aux articles 59 et 61 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 relative à la législation minière. Le ministre des Mines a justifié cette décision du gouvernement nigérien en indiquant que le plan d'exploitation proposé dans la lettre du directeur général d'Imouraren datée du 26 avril 2024 ne satisfaisait pas les attentes. Selon la lettre de référence, la société avait été mise en demeure pour la deuxième fois de reprendre les opérations d'exploitation dans un délai de 3 mois, comme stipulé par la loi minière et en accord avec les études de faisabilité soumises à l'administration des mines et validées par l'État du Niger. Cette mise en demeure expirait donc le 19 juin 2024. Cette décision du Niger a suscité une vive réaction, bien évidemment, parmi les cercles de la communauté française, qui continuent de qualifier les autorités nigériennes ainsi que celles des autres pays de l'Alliance des États du Sahel de junte. Il faut bien qu'à un moment donné, on réalise que cette réaction de la part des Français est en fait un aveu de difficulté à accepter la position prise par les 3 nations dans la région du Sahel, d'autant plus après l'expulsion des troupes des gouvernements français et américains. Concernant les questions géopolitiques, la révocation du permis d'exploitation de la mine d'Imouraren à la société française Orano renforce également l'idée que les dirigeants des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel cherchent à atteindre une indépendance stricte, réelle et vraie, y compris sur le plan économique. Jusqu'à présent, figurez-vous que les partenariats économiques avec les intérêts occidentaux étaient tout sauf équitables et certains partenariats étaient désavantageux pour les nations possédant les ressources naturelles stratégiques, notamment dans le cas de l'uranium où le Niger est l'un des principaux producteurs mondiaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le Niger, longtemps principal fournisseur d'uranium de la France et de toute l'Union européenne en passant, représentant à lui seul un quart des livraisons vers l'Europe, n'a jamais réellement bénéficié de sa position en tant que l'un des plus grands exportateurs d'une ressource aussi stratégique, ne serait-ce que par l'augmentation du taux d'électrification du pays. C'est-à-dire le gars qui vend ce qui donne l'électricité aux autres n'a pas l'électricité dans son propre pays. Et la raison est simple. Ça n'a jamais été dans l'intérêt de la France ni de l'Occident dans son ensemble de proposer un partenariat véritablement équitable avec le Niger.
Tant que le pays était sous contrôle occidental, les centrales nucléaires françaises et d'autres pouvaient s'approvisionner en uranium à des prix très bas, à des prix ridiculement bas, tandis que le Niger ne pouvait même pas réaliser une électrification nationale à grande échelle. Certains prétendus experts dans le petit monde occidental pourraient argumenter que les prix de l'uranium ont chuté de manière significative, justement après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Ce qui est vrai. Cependant, c'est crucial de revenir à la question centrale de la détermination des prix internationaux des ressources stratégiques. Ces ressources, largement utilisées dans les pays appartenant à la majorité non occidentale, voient souvent, voire même pratiquement toujours leur prix fixé par le petit cercle occidental. Ce dernier, bien qu'ayant besoin de nombreuses ressources stratégiques, cherche à imposer unilatéralement les prix et les règles de leur commercialisation. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui produisent un truc, mais c'est eux qui déterminent le prix du truc en question. C'est dans cette optique aussi que les BRICS et les pays du Sud global devront collaborer pour établir un cadre de protection des intérêts de la majorité mondiale. Des actions géoéconomiques nécessaires sont déjà en cours ou alors en préparation. Revenant au Niger et sa récente décision concernant la mine d'uranium d'Imouraren, plusieurs points supplémentaires méritent d'être soulignés. Que ce soit une coïncidence ou non, la décision des autorités nigériennes intervient à un moment où le gouvernement français, en collaboration avec d'autres gouvernements occidentaux, en particulier les États-Unis, mène une offensive d'information, on va dire de désinformation et de guerre psychologique contre les membres de l'Alliance des États du Sahel. Très récemment, c'était le Burkina Faso qui était particulièrement ciblé. Ce compte Twitter d'un certain Benjamin Roger a partagé une série de publications qui ont ensuite été grandement relayées. Vous pouvez lire ici par exemple sur sa publication du 14 juin que au Burkina Faso, la confusion règne autour d'Ibrahim Traoré. Depuis mercredi, le président de la transition est introuvable. Une absence très commentée sur le fond de la tension au sein de l'armée après une attaque meurtrière contre le détachement de Mansilla. La famille Burkina Faso, report du Conseil des ministres. Ibrahim Traoré serait caché. Je tiens à souligner que, en seulement 3 jours, ils ont publié au moins 5 tweets sur Ibrahim Traoré. Selon leurs affirmations, Ibrahim Traoré serait caché et pourrait même envisager de fuir le pays en raison de la complexité et de la difficulté de la situation actuelle. Ils citent des sources bien introduites, indiquant que des pourparlers entre soldats sont en cours pour décider de l'avenir du régime. Mesdames et messieurs, c'est RFI qui le rapporte dans son article, ce n'est pas moi. Mais je trouve surprenant que RFI prétende avoir des sources au sein de l'armée burkinabé fournissant des informations détaillées sur la situation sur le terrain. La famille, j'ai qu'une chose à dire. J'aimerais rappeler aux dirigeants de l'AES que France Média Monde, l'organisme parent de RFI, investit des millions de dollars dans l'information. TV5 Monde, financé par plusieurs pays francophones, dispose d'un budget annuel d'environ 100 millions d'euros et sait très bien comment caricaturer nos dirigeants quand cela les arrange. Quant au groupe TF1, avec un budget de plusieurs milliards d'euros, il n'hésite même pas à utiliser la propagande et la désinformation pour manipuler l'opinion publique, influencer les perceptions politiques et sociales et servir leurs propres intérêts géopolitiques spécifiques. Chers dirigeants de l'AES, nous sommes engagés dans ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Il est impératif de riposter de la même manière. Ce que par exemple moi j'apprécie dans le conflit entre la Russie et l'OTAN en Ukraine, c'est la réponse efficace de la Russie à la propagande et à la désinformation occidentale. Malgré la censure sur le territoire européen, observez bien, les médias russes ont réussi à surpasser la France dans ce domaine. N'oubliez pas la famille, ou du moins, chers des gens de l'AES, les révolutions colorées et les guerres planifiées par l'Occident commencent toujours par une guerre informationnelle. Suivons cet exemple et répliquons avec la même intensité. C'est juste une remarque, parce que je pense qu'il est temps que l'Afrique participe à ce type de conflit. Les Algériens, les Marocains et d'autres pays d'Afrique du Nord l'ont déjà compris. N'ayons pas qu'un seul média ou 2 médias en Afrique subsaharienne pour faire ce boulot. Multiplions les médias. Et pendant que des gens comme ce Benjamin ou encore des médias comme RFI disaient que le capitaine Ibrahim Traoré avait disparu, il était en train de donner son sang à l'hôpital pour montrer le bon exemple. Mais les vautours avaient déjà dit qu'il a disparu suite à une explosion d'une roquette près du palais présidentiel.
et que ces dernières apparitions publiques étaient en fait des deepfakes. J'en passe. Il y a vraiment eu plein de choses comme ça qui sont passées en l'espace d'une semaine. Ce n'est même pas la seule fausse information qui a été relayée. Il y en a eu beaucoup. Ces dernières semaines, les attaques de fausses informations sur les pays de l'Alliance des États du Sahel inondent Internet. En tout cas, le coup porté par le Niger est significatif et les réactions dans les cercles médiatiques français le confirment clairement. Il faut qu'on le rappelle, les intérêts économiques et commerciaux des Occidentaux portent souvent les mêmes responsabilités que celles des régimes politiques avec lesquels ils sont associés. Les mêmes. Aujourd'hui, ils sont directement affectés par les conséquences de leurs actions. Pendant longtemps, les grandes entreprises occidentales pensaient bénéficier, tout comme les régimes politiques associés à ces gars-là, d'une impunité totale. On pouvait faire n'importe quoi, il n'y allait jamais rien se passer de négatif. Les gens allaient pleurer et puis on allait continuer notre vie de bourgeoisie indécente. Mais toute chose a une fin, surtout à l'ère de l'ordre multipolaire international. En ce qui concerne l'argument avancé par les propagandistes français et d'autres occidentaux, à savoir que l'uranium pourra être facilement livré en France et en Europe en règle générale depuis le Kazakhstan, bien que ce soit le premier producteur mondial et qu'ils veulent compenser les pertes subies au Niger, ils ont quand même eu très mal et ils ont vraiment ressenti le choc de ça. Simplement parce que prendre le Kazakhstan implique de payer l'uranium au prix du marché, en tenant compte du fait que sa clientèle ne se limite pas au petit cercle occidental. Vu que la Russie et la Chine sont des partenaires clés du Kazakhstan dans le secteur de l'uranium. Donc les gars vont devoir payer maintenant au prix. Quant au Niger, le pays a légitimement le droit de mettre en place des conditions de partenariat dans ce domaine avec les acteurs prêts à travailler dans un cadre transparent et équitable. C'est donc une très très belle avancée pour le Niger. À féliciter. Vraiment, il faut mettre le pouce bleu. C'est le genre de coup qu'on doit enchaîner comme ça au minuscule et très nuisible empire occidental pour qu'il s'effondre définitivement. On termine la vidéo avec quelques actualités en Afrique. Le Burkina Faso suspend la chaîne d'information TV5 Monde Afrique pour une période de 6 mois. La décision a été communiquée le 18 juin par le Conseil supérieur de la communication, en abrégé CSC. La chaîne francophone a été accusée d'avoir diffusé des propos tendancieux proches de la désinformation suite à une émission portant sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. TV5 Monde a été condamné à payer une amende de 500 millions de francs CFA, soit environ 76 000 euros. Le CSC critique une édition du journal télévisé du 17 juin révélant des affirmations susceptibles de minimiser les efforts des autorités de la transition, des forces de la défense et de sécurité, et aussi bien évidemment des populations dans la reconquête du territoire national. Pour rappel, la chaîne avait déjà été suspendue de diffusion dans ce pays africain pour une durée de 2 semaines à partir du 28 avril, pour avoir diffusé un faux rapport de Human Rights Watch qui faisait état de fausses accusations commises par les militaires à l'encontre des civils. Donc cette affaire-ci, c'est une récidive. Autre actualité, le Zimbabwe est prêt à intégrer les BRICS. La ministre de la Défense zimbabwéenne a confirmé cette intention lors de sa participation au Forum international des BRICS et des pays partenaires à Vladivostok en Russie. OPA a déclaré au journal The Herald que le Zimbabwe croit fermement en la capacité des BRICS à résister à la domination des puissances occidentales et à contester leur tentative d'imposer leurs décisions unilatérales. Vous voyez que le monde entier en a marre. Le monde entier en a marre de l'Occident. Selon elle, le groupe offre des conditions alternatives favorables au libre-échange avec d'autres nations. Elle a également souligné que le modèle des BRICS est basé sur une relation unique visant les objectifs de non-alignement permettant de surmonter les restrictions idéologiques et de promouvoir une croissance économique fondée sur le respect mutuel, le progrès et la prospérité de tous. Début juin, dans une interview, le président zimbabwéen avait déjà indiqué que son pays était prêt à postuler pour rejoindre le groupe. Cette organisation gagne du terrain, les BRICS gagnent du terrain et ça, c'est beau je trouve. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.